experts sur des normes des bonnes pratiques qui sont volontaires, qui sont construites par les experts. Et l'AFNOR la fonction de venir diffuser cette norme et accompagner les entreprises à être plus performantes sur la base de l'application de cette norme. Et on est une association qui va avoir 100 ans en 2025, 2026, et on conçoit sur la base de ces normes des solutions de confiance pour que les entreprises et les organisations, dans un sens large, puissent devenir plus performantes. Et pour ce qui est aussi des... Attends, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à passer la page. Voilà, l'AFNOR est composé des différents groupes d'activités. La principale activité, c'est celle de la normalisation, ce que vous connaissez tous, mais on a une branche qui s'occupe de la partie édition, qui édite et des normes et des bouquins spécifiques à des thématiques en lien avec les normes. On a une branche compétences qui aide à former et à accélérer la montée en compétences des entreprises qui souhaitent mettre en place des normes volontaires. Et on a la branche AFNOR Certification qui vient évaluer et certifier les organisations qui s'engagent à mettre en place des normes. En, en région, on est distribué et présent dans l'ensemble de régions de la France, particulièrement en Nouvelle-Aquitaine. On est présente avec 12 collaborateurs et, et un grand réseau d'auditeurs régionaux, des clients audités et des clients formés pendant l'année. Et on travaille aussi en réseau en Nouvelle-Aquitaine pour ce qui est des réseaux de professionnels, des représentants institutionnels et des acteurs économiques pour le faire monter en compétences, pour mettre en avant leurs pratiques. Et on fait des choses avec des acteurs de la région. Il faut aussi, pour ce qui est du label, savoir que France Stratégie, la plateforme France Stratégie et la plateforme RSE a, a établi, suite à une étude de 18 mois d'expérimentation auprès de plus de 300 entreprises et des 18 fédérations professionnelles, ils ont mis un constat sur la pertinence des labels sectoriels tierce partie. Et qu'est-ce que ça veut dire tierce partie? Ça veut dire qu'il y a un organisme tiers indépendant qui vient évaluer le respect des engagements de l'entreprise. Et France Entreprise et la plateforme RSE a déterminé qu'est-ce qui est souhaitable quand on cherche à se faire labelliser dans une démarche RSE. Et ils ont construit cette fiche qui donne 10 principes pour savoir distinguer qu'est-ce que c'est un label robuste, crédible. Et ça parle de la constitution des parties prenantes externes, de l'élaboration d'un référentiel sectoriel, RSE, de la rédaction de documents clés, d'une décision de labellisation qui va être octroyée par cet organisme tiers et de venir évaluer sur place les démarches par cet organisme. Sur la base de ces constats de la plateforme France Stratégie, nous, on présente notre label engagé RSE, qui est un label qui est bien étendu dans le territoire de la France, avec plus de 600 entreprises labellisées, avec 10 labels sectoriels, plus de 10 labels sectoriels construits avec des têtes de réseau, de fédérations, avec un réseau des évaluateurs qui vont venir donner leur expertise sur des secteurs particuliers. Et voilà, dans cet ensemble d'entreprises labellisées, on trouve une très grande partie qui
qui est représenté par des PME et TPE et voilà, la plupart d'entre elles, ils se trouvent dans un rang de certification ou des démarches confirmées, de leur démarche RSE. Et pour ce qui est du processus de labellisation, bon, le label engagé RSE, est-ce que je rentre directement sur la présentation du label ou vous voulez que je m'arrête, qu'on passe, comment vous voulez que je continue? Oui, oui, vous pouvez continuer. Donc je continue. Bon et pour ce qui est du processus de labellisation, les labels engagés RSE, ne proposent pas un accompagnement obligatoire. Ça veut dire que l'accompagnement, par un consultant pour un tiers est optionnel. L'entreprise peut, devenir au moment de l'audit, et des labellisations, avoir fait un parcours, personnel, solitaire et avec un diagnostic à blanc qu'on appelle à blanc aussi optionnel et qui va en principe, mettre en état de lieu de leur état de la démarche RSE. Après, il y a dans la démarche d'évaluation, une journée de préparation de l'évaluation avec, la personne, référente, au sein de l'entreprise et ça se passe après cette, journée de préparation avec une évaluation sur site. En fonction de la taille de l'entreprise, c'est une évaluation qui prend entre 1 et 2 jours, au plus s'il y a plus de sites, en fonction de sites, de l'entreprise, avec, la rencontre obligatoire, d'au minimum 5 parties prenantes de l'entreprise qu'on va venir rencontrer et avec lesquelles on va aborder, les impacts et les avancées en termes de liens, avec l'entreprise pour finir avec un rapport de performance à la fin de l'évaluation. Heu, alors du coup, la formation est optionnelle. Il y a un diagnostic RSE, et préliminaire qui est optionnel, une évaluation sur site et un rapport, de performance détaillé. Quels sont les critères qu'on doit considérer, quand on parle d'un label, engagé RSE? Heu, on cherche, à évaluer la maturité de la démarche RSE. L'évaluateur ne vient pas pour, dire si, la démarche de l'entreprise est bonne ou mauvaise. Elle va venir juste évaluer, les niveaux de maturité de la démarche et proposer des actions d'amélioration pour, avancer dans cette maturité. C'est un label qui est construit sur, l'ISO 26000 qui a une reconnaissance internationale au niveau, européen avec un double label qui est délivré, qui s'appelle Responsibility Europe et les thèmes qui sont abordés lors de l'évaluation, c'est, l'identification de la responsabilité sociétale de la gouvernance, la mise en œuvre de cette responsabilité, et son intégration dans l'entreprise, dans la gouvernance de l'entreprise. On aborde des sujets sur les ressources humaines, sur la façon comme, les services ou les biens sont produits et la consommation, comment elle est abordée, la consommation des biens ou des services. On vient évaluer l'ancrage territorial et après on évalue, des indicateurs, économiques, sociaux et environnementaux. Heu, Ces labels, octroient, un niveau de maturité en 4 niveaux. Un niveau initial qui n'est pas, on ne donne pas la possibilité à ceux qui se font évaluer et qui obtiennent un niveau initial de communiquer sur ces niveaux parce on considère qu'il est pas si mature pour pouvoir, accéder à une communication. On communique à partir, du niveau progression qui était équivalent à 2 étoiles et et après qu'on passe à un niveau confirmé ou à un niveau exemplaire et on produit un rapport d'évaluation avec des pistes de progrès et des recommandations, un rapport qui est remis à l'entreprise et la validité, de cette label est de 3 ans avec, une évaluation de suivi au bout de 18 mois. Sur pareil, l'évaluateur vient sur place et revoit les processus, qui ont donné
suite à des pistes d'amélioration lors de l'évaluation initiale. Et il faut savoir que ces labels engagés, comme je vous ai dit, comptent sur un réseau de plus de 600 entreprises en France. Et on propose pour cette communauté un groupe LinkedIn restreint, des réunions mensuelles, des newsletters avec des clubs qui s'organisent par région et qui leur proposent des ateliers avec des pratiques censées être choisies par les membres du club. Et on a des cercles de discussion, voilà, de ces genres-là, mais les différentes régions peuvent participer en distanciel aux ateliers des régions partout dans la France. Et on écrit et on propose des livres blancs sur les thématiques les plus intéressantes ou les plus prégnantes pour les entreprises, sachant que les prix, ce sont des prix qui vont varier en fonction de la taille de l'entreprise. Et il y a des offres qui sont réalisées cas par cas. On étudie les cas et on propose des solutions qui s'adaptent à l'entreprise. Pour finir, bon, il faut juste dire qu'on mesure la progression par domaine de la RSE. C'est un label qui vient mesurer les niveaux de maturité de la démarche, qui permet de valoriser les démarches de l'entreprise pour répondre à des appels d'offres, pour mettre en avant la démarche de l'entreprise. C'est un label qui est reconnu, qui donne de la confiance aux collaborateurs et, qui permet aussi d'établir une référence, notamment par rapport aux ODD et par rapport aux indicateurs qui sont demandés dans la rédaction des rapports extra-financiers, notamment la CSRD et des nouvelles exigences en termes de reporting extra-financier. C'est aussi un moyen de crédibiliser, de faire évoluer l'activité de l'entreprise, de la marque employeur, et permet de crédibiliser les actions de développement durable parce qu'il est basé sur l'ISO 26000, qui est une norme qui a un consensus très élevé et qui est reconnu au niveau international. Voilà pour ce qui est du label que je représente. Maintenant, je vais laisser. Exactement. Comment? J'ai pas compris, je vous ai pas entendu. Je vais laisser la parole à Annick Troquet pour nous présenter le label. Alors, je vous entends pas bien non plus. Est-ce que de votre côté, tout le monde m'entend correctement et tout le monde voit bien l'écran que je partage? Oui. Oui, c'est Oui. bon? D'accord, ok, Oui. très bien. Donc, je vais aller assez vite. Donc, moi, je m'appelle Michael Troquet-Gélin, je suis responsable développement de l'agence Lucie. Normalement, c'est pas moi qui suis sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est ma collègue Adèle Poujol, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui, donc c'est moi qui la remplace. Donc, je vais vous présenter, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble en fait de l'agence Lucie et de nos solutions. Alors, l'agence Lucie, on n'est pas seulement un label RSE, on est un centre de formation. On est le premier centre de formation en France exclusivement dédié à la RSE. On va proposer d'une part les formations qui sont obligatoires pour les différentes versions de label que l'on propose. Et puis à côté de ça, on a un catalogue de plus d'une cinquantaine de modules de formation sur tous les sujets qui composent la RSE. On est certifié Calliope, donc ça permet à chacun de pouvoir monter en compétences sur la RSE globale ou sur tous les enjeux thématiques qui rentrent à l'intérieur de la RSE. Et puis d'avoir des financements OPCO également, étant donné qu'on est certifié Calliope. On anime le réseau de la communauté Lucie, dont je vais vous reparler juste après. Et puis, notre activité principale, c'est d'être une agence de labellisation en RSE. Et donc, on a notamment notre label éponyme, le label Lucie, qui est notre label historique. Et puis, on gère aussi des labels pour le compte de tiers, comme par exemple le label numérique responsable, que je vous présenterai tout à l'heure dans un deuxième temps.
Alors, un petit mot sur la communauté Lucie. La communauté Lucie, c'est en fait toutes les structures qui sont labellisées ou en cours de labellisation sur l'ensemble des démarches que l'on propose. Donc, ça représente plus de 1300 organisations en France et puis un petit peu à l'international. Et en fait, dans la communauté Lucie, on va pas faire de différence entre ceux qui sont labellisés et ceux qui sont en cours de démarche. Tout le monde a accès à tous les outils, services et événements que l'on propose. Donc ça passe par des événements toute l'année. Donc on a des webinaires tous les mois, des webinaires thématiques sur les différentes phases du processus de labellisation pour que chacun puisse poser ses questions, avoir des réponses, échanger avec les autres également. Mais on va faire aussi des ateliers en région où on va être là sur une demi-journée, on va travailler en sous-groupe, en intelligence collective pour décortiquer le sujet du jour et puis faire en sorte que chacun reparte avec de la matière sur l'enjeu en question pour pouvoir mettre en place des choses, trouver des nouvelles solutions dans sa démarche. Et l'idée, c'est aussi que les gens puissent se rencontrer, évidemment, rester en contact. Et donc, l'idée, c'est d'être un réseau le plus collaboratif possible, hein, puisqu'il y a vraiment un esprit vraiment de collaboration les uns avec les autres, d'entraide. Et on aime bien aussi travailler dans la bonne humeur, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, donc c'est un réseau très dynamique. On apporte aussi, nous, un appui en termes de communication pour aider chacun à valoriser au mieux sa démarche. Donc on a plusieurs services en la matière, et puis on est aussi pas mal présent sur les réseaux sociaux pour mettre en avant nos membres et puis relayer leur communication. Ils ont aussi à l'intérieur de la communauté la possibilité d'avoir une série d'avantages, notamment des avantages tarifaires. Et puis également, il y a l'accès à une plateforme en ligne qui s'appelle Lucie Évaluation, qui permet de gérer toute sa démarche. Alors, j'arrive tout de suite au label Lucie. Donc encore une fois, je vais assez vite, mais il y aura une partie questions-réponses après. Et puis ensuite, évidemment, je pense que chacune et chacun, on pourra revenir individuellement vers ceux qui auront des questions pour creuser les sujets par la suite. Alors le label Lucie, il a été créé en 2007, donc beaucoup d'ancienneté, d'expérience sur ce label. On a le label Lucie 26000 qui est la version historique de notre label, et puis on a décliné ce label en deux autres versions. Une version allégée qui s'appelle Lucie Progress, de façon à y aller plus en douceur. C'est une version premier pas en fait avec un niveau d'exigence un peu moins élevé et avec une démarche allégée que je vais vous présenter juste après. Et puis à l'inverse, on a créé un niveau supérieur de label qui s'appelle Lucie Positive. Là, on est vraiment sur un niveau d'exigence beaucoup plus élevé, puisque ça fait le lien avec les limites planétaires. Et l'idée, c'est de calculer, en fait, ramener les limites planétaires à l'échelle de l'entreprise, et on va lui fixer des quotas, on va lui demander d'écrire une trajectoire avec une année cible pour rentrer dans ces quotas et devenir une organisation véritablement à impact positif. Où là, on est vraiment sur une démarche hyper exigeante en la matière. Je vais me concentrer sur les labels Lucie Progress et Lucie 26000 ce matin parce que pour le peu de temps que l'on a, et puis le label Lucie Positive est encore en expérimentation avec des labellisés Lucie 26000 actuellement. Mais ça veut dire qu'on avance dans tout ça. Et l'idée, dans ces trois niveaux de label, c'est de permettre à chacun de mettre le curseur là où il veut, aussi bien en termes de niveau de maturité RSE, mais aussi d'ambition dans le cadre de sa démarche RSE. Alors, notre label est également basé sur la norme internationale ISO 26000. Donc comme le disait Alicia tout à l'heure, la norme ISO 26000 est une norme qui n'est pas certifiable. Donc nous, notre rôle, il est double. Premièrement, pallier au fait qu'il n'y ait pas de certification en fournissant un label pour pouvoir valoriser ces actions, avoir une reconnaissance par un acteur externe de confiance. Et puis également fournir une méthodologie via un référentiel qui est aligné sur l'ISO 26000. Mais on a fait, on va dire, un gros travail de vulgarisation de l'ISO 26000 pour rendre les choses vraiment accessibles et en faire un référentiel pratique et directement opérationnel avec une méthodologie clé en main qui soit pratique et accessible à tous. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail des questions centrales de l'ISO 26000, mais l'avantage de ce référentiel aligné sur l'ISO 26000, c'est qu'on couvre tout le fonctionnement global d'une organisation
et ça va permettre à l'organisation en question d'avoir une méthode pour mener son activité ou ses activités de la façon la plus responsable possible à tous les niveaux de l'entreprise, pas seulement sur l'environnement ou sur la qualité de vie au travail, par exemple, qui sont des choses sur lesquelles on voit souvent certains focus, mais vraiment sur tout le fonctionnement global de l'entreprise et de l'organisation, quelle qu'elle soit, avec ses parties prenantes. Et puis en plus, ça permet de donner une définition commune à la notion globale de RSE, parce que souvent, il y a des différences, chacun n'est pas toujours d'accord sur la définition qu'on donne à la RSE, sur ce qu'on fait rentrer dedans ou pas. Et bien là, quand on travaille avec ces parties prenantes sur la base de l'ISO 26000, eh bien ça permet de parler un langage commun et de travailler ensemble. Donc le référentiel Lucie, en fait, on reprend les 7 questions centrales qui sont qu'on appelle des thématiques. On les a déclinées en 25 principes d'action. Et en fait, le référentiel Lucie, c'est un petit peu comme un manuel, en fait, hein, où on va avoir les 7 thématiques qui sont les grands chapitres. À l'intérieur des chapitres, on va avoir les principes d'action qui sont les grandes parties. Et puis à l'intérieur de chaque grande partie, on a des sous-parties. Et à l'intérieur de chaque sous-partie, il y a du texte explicatif et puis des questions d'appui. Et quand on va dérouler le référentiel, en répondant aux questions d'appui, eh bien, ça va permettre d'analyser tout ce qu'on fait dans sa structure et de pouvoir balayer, en fait, analyser tout le fonctionnement global de l'organisation sur la base de ce référentiel et de s'évaluer. On a justement un petit outil qui est assez pratique pour rentrer dans la matière et introduire le sujet. On va retrouver le référentiel sur Excel et on va pouvoir déjà s'évaluer. Donc c'est un outil qu'on appelle Prescoring RSE. Et puis on a la même version aussi pour le label numérique responsable que je présenterai tout à l'heure. Et là, ça permet déjà de découvrir tout le contenu des thématiques et sous-thématiques qui sont abordées et déjà de se préévaluer. Alors, ce ne sera pas aussi précis, évidemment, que l'auto-évaluation qu'on demande dans la démarche quand vous le faites en bonne et due forme, mais ça permet déjà de se donner une première idée, d'évaluer son niveau de maturité et aussi d'aider à choisir le niveau de label sur lequel on va s'engager, notamment Lucie Progress ou Lucie 26000. Donc ça, c'est un outil qui est gratuit, qui est téléchargeable et qui est donc sous format Excel. Alors, le label Lucie, donc, qui se décline sous 3 niveaux, encore une fois. Donc, on va d'abord regarder le premier niveau, qui est le label Lucie Progress. Et donc, Lucie Progress, il y a une formation obligatoire d'1 journée. Ça donne lieu à un niveau de maturité qui est matérialisé par un score sur 1000 points, où on demande un niveau minimum de 300 points sur 1000 pour obtenir le label, et c'est un label qui est valide 2 ans. Donc comment ça fonctionne? Là, vous avez le processus de labellisation. Donc vous avez d'abord, là sur la gauche, la phase de préparation et puis ensuite la phase de labellisation. Donc, il y a d'abord une phase où, en fait, on vous explique toute la démarche. L'idée, c'est que vous ayez toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre la décision de vous engager. Il y a la remise d'un budget personnalisé et puis la signature d'un contrat. Et dès la signature du contrat, vous rentrez officiellement dans la démarche et vous faites partie intégrante de la communauté Lucie et vous avez accès à tous les outils, services et événements dès que vous entrez dans la démarche. La première étape, c'est de suivre la formation qui est obligatoire d'1 journée, qui permet de vous fournir toute la méthodologie clé en main pour pouvoir mener la démarche. Et donc c'est une formation qui est vraiment opérationnelle avec une alternance de théorie et de pratique pour justement apprendre à mener la démarche et d'utiliser le référentiel. Ensuite, vous allez devoir faire une auto-évaluation, où là, comme son nom l'indique, c'est un autodiagnostic en profondeur, avec la méthodologie que vous avez vue en formation. Et donc là, ça permet de bien structurer sa démarche et d'analyser et de rendre compte de tout ce que vous faites déjà sur tous les sujets de l'ISO 26000 dans votre structure, et puis d'identifier aussi tout ce que vous ne faites pas encore ou les sujets que vous n'avez pas encore suffisamment travaillé. Et ça vous permet de vous préparer à l'audit qui est la phase suivante, où là, c'est un audit en visio avec 1 à 2 personnes de l'entreprise
Et donc là, on va en fait vous interviewer sur tout ce que vous faites en termes de RSE en reprenant votre auto-évaluation, en vous demandant des documents d'appui complémentaires. Et ça va permettre à l'évaluateur ou à l'évaluatrice de déterminer votre niveau. Et c'est là que la note va intervenir. Et donc, il y aura une mesure de votre niveau de maturité sur 1000 points. Et donc, c'est là qu'il vous faut un minimum de 300 points sur 1000 pour être labellisé. Mais le label n'est pas attribué uniquement sur la base du niveau que vous avez lors de l'audit. Hein, c'est pas juste basé sur la photo à l'instant T, mais aussi sur le plan d'action que vous avez déroulé ensuite. Et là, on va vous demander de rédiger un plan d'action avec des engagements pour progresser sur tous les sujets qui auront été évalués comme nécessaires sur lesquels progresser. Et sachant que l'évaluateur vous aura remis aussi des recommandations d'action sur lesquelles vous pourrez vous baser pour rédiger vos engagements de progrès. Donc ça donne lieu à l'attribution d'un label si vous avez un minimum de 300 points sur 1000 et si votre plan d'engagement est bien adapté à ce qui a été constaté et audité. Et donc là, vous êtes labellisé pour 2 ans, et puis au bout des 2 ans, vous pouvez renouveler en faisant un nouvel audit, et dans ce cas-là, il faudra avoir progressé dans votre score pour renouveler. Ou bien, évidemment, au bout des 2 ans, vous pourrez monter la marche du dessus et basculer sur le label Lucie 26000. Alors, le label Lucie 26000, c'est le même principe, sauf que c'est plus exigeant et la démarche va plus en profondeur. Là, la formation, elle est de 2 jours. On demande un minimum de 500 points sur 1000 en termes de niveau de maturité, et le label est valide 4 ans. Et donc, le processus est le même, sauf que là, ça va être plus exigeant, plus détaillé, ça va demander plus de travail. Et les différences importantes, c'est qu'au niveau de l'audit, là, il n'est plus en visio, mais il est sur site. Là, c'est vraiment un évaluateur ou une évaluatrice qui vient chez vous, interviewer tout un panel de collaborateurs et de collaboratrices. C'est un échantillon représentatif de votre organigramme. Et il y a également des parties prenantes externes qui sont interviewées, notamment des clients, des fournisseurs, des partenaires. Et l'idée, c'est qu'en recoupant les résultats de ces différents entretiens, l'évaluateur puisse dresser un diagnostic le plus réaliste possible de votre niveau et vous attribuer le score, où là, il vous faudra donc un minimum de 500 points sur 1000. Et vous aurez aussi des engagements de progrès à réaliser. Et donc, pour vous aider, ça c'est valide aussi sur le label Lucie Progress, au-delà du score, il y a aussi il y a 3 niveaux hein, sur ce qui est évalué, et c'est illustré sous forme de feu tricolore, vert, orange, rouge. Ça facilite bien la compréhension et l'identification des différents enjeux une fois qu'on fait la synthèse. Et donc, partout où vous serez en vert, vous n'aurez pas obligation de prendre d'engagement. Par contre, partout où vous serez en orange ou rouge, là, vous aurez obligation de prendre des engagements de progrès et de les réaliser ensuite pour garder le label. Et là, il y a un comité de labellisation externe qui est composé d'experts en RSE qui sont externes à l'agence Lucie et qui agissent à titre individuel ou de façon bénévole et qui va regarder le rapport d'audit et le plan d'engagement que vous avez mis en face pour voir si c'est cohérent et apte à vous faire progresser. Et si c'est le cas, vous êtes labellisé pour 4 ans. Et là, il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, à mi-parcours, vous avez un audit de suivi où là, l'évaluateur va vérifier que vous mettez bien en œuvre vos engagements ou que vous respectez bien le planning qui est suivi. Donc si c'est le cas, le label vous est confirmé jusqu'à la fin des 4 ans. Par contre, s'il y a un constat que vous ne respectez pas vos engagements, là, il y a un risque de retrait du label. Et puis au bout des 4 ans, vous pouvez renouveler en refaisant un nouveau processus, où là, vous ne repartez pas de zéro, évidemment, hein, vous prenez la suite de tout ce que vous avez déjà fait, mais vous redémarrez un nouveau cycle de 4 ans de labellisation. Une précision importante, c'est que, comme dans le cas de la FNOR aussi, on n'est pas un cabinet de conseil. Donc là, avec la formation qu'on fournit, vous avez toute l'autonomie nécessaire pour mener la démarche. Mais parfois, il y a des entreprises qui ont besoin d'un coup de main, d'être aidées. Et dans ce cas-là, on a un réseau de consultants partenaires qui sont habilités à vous accompagner, qu'on a référencés et que vous pouvez contacter. Donc là, c'est en option. Et dans ce cas-là, le consultant ou la consultante vous fait une proposition à la carte en fonction de vos besoins. Et donc, parmi l'assistance, il y avait Romain tout à l'heure, par exemple, qui est consultant partenaire Lucie, et voilà, qui illustre un petit peu le fonctionnement de nos consultants partenaires, qui sont un plus, en fait, pour vous accompagner dans la démarche, si vous en avez besoin. Voilà, je vais juste conclure. Vous avez dans ce slide une petite synthèse, en fait, des caractéristiques
des 3 niveaux de label Lucie. Et je vais m'arrêter là, et juste en précisant également de revenir sur la charte des 10 principes pour bien choisir son label RSE que citait tout à l'heure Maria Fernanda. C'est donc la charte de France Qualité, de France Stratégie, pardon, qui vous donne bien les 10 principes à regarder pour choisir un label de qualité. Et donc, nous aussi, on coche toutes les cases de cette charte, et c'est vraiment un appui important pour être éclairé sur les critères importants à regarder pour bien choisir son label. Voilà, je m'arrête là pour le label Lucie. Je sais que j'ai déjà dépassé un petit peu le temps, et je prendrai la suite tout à l'heure sur le label numérique responsable. Merci beaucoup. Hop. Maintenant, ça devrait marcher le partage d'écran. Voilà. Alors moi, je vais vous présenter le label Bicorp. Hop. On n'est pas en vacances. On n'est pas Signature. forcément très fort, ça c'est ce que je vois, mais c'est partiel, c'est partiel. Ok, alors. Bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Alicia, Quand je programme, là, c'est tant moi pis. qui partage, Alicia. Je sais pas si. Ah, c'est toi qui partages, mais Bah alors, ouais, on ne voit que Bicorp. Oui. On ne voit pas, comment dire, les différentes. Ah oui, parce que c'est des. Oui, Attends, ok. ok. Bon. Donc Bicorp est un label généraliste, c'est-à-dire qui va prendre en compte toutes les dimensions de la RSE et qui va être adaptable à plusieurs types d'entreprises, donc tout type d'entreprise, tout secteur, toute taille. Donc c'est un label qui est reconnu à l'international. Donc en France, en janvier 2024, on comptait 415 entreprises labellisées. Et donc Bicorp va rechercher à reconnaître donc des entreprises qui ont un impact positif sur la société. Il y a une importance de la transparence et donc ils mettent un point d'honneur à l'engagement sur le long terme. La labellisation dure environ 10 mois et un renouvellement est nécessaire tous les 3 ans. Donc au niveau de la labellisation, il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est le BIA, c'est un questionnaire en fait, je vous en parlerai un peu plus en détail dans les slides qui suivent. Ensuite, il y a un engagement juridique à prendre et la troisième partie, c'est un audit de vérification pour vérifier en fait dans les réponses qu'on a données au BIA. Donc le BIA ou donc B-Impact Assessment, c'est un questionnaire qui est en ligne et gratuit, qui comporte plus de 200 questions et qui va évaluer les entreprises selon 5 domaines d'impact, qui sont la gouvernance, voilà, tout ce qui va être lié à la transparence, l'éthique, l'organisation, les styles de management. On a également les collaborateurs, donc le taux d'engagement, la satisfaction, la santé, la sécurité, les clients, donc tout ce qu'on peut faire pour avoir un impact positif sur le client. La collectivité, donc là c'est tout ce qui va être l'impact économique et social, les relations avec les fournisseurs, tout ce qui est les relations aussi avec les communautés locales, tout ça. Et donc une importance aussi pour l'environnement, donc la gestion de l'eau, des déchets, etc. Et donc le BIA est révisé tous les 3 ans. Donc en général, il y a une nouvelle version qui sort pour être actualisée en fait aux préoccupations actuelles au maximum. Donc au niveau de l'engagement juridique, il est nécessaire de modifier les statuts de l'entreprise. Cette partie-là, donc à vérifier, mais il me semble qu'on a tout le processus de labellisation pour le faire. On n'est pas obligé de le faire immédiatement, mais en tout cas, on ne peut pas être labellisé tant que on ne fait pas apparaître du coup ces 2 phrases. Donc la première qui est à faire apparaître dans la partie objet social et la seconde qui est à faire apparaître où vous le souhaitez, mais elle doit apparaître. Et donc c'est vraiment pour démontrer un engagement fort pour avoir un impact positif sur la société. Voilà. Hop.
Ensuite, on a un audit de vérification. Donc là, l'objectif, c'est de vérifier les réponses données au BIA. Et donc, il est conseillé d'entrer en audit avec au moins 85 ou 90 points. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait au moins 80 points pour valider la certification Bicorp. Mais en général, il y a toujours, on perd un peu de points dans l'audit. Donc, c'est bien d'y aller en étant un peu, en ayant de la marge de manœuvre. Et alors, ce sera tout pour le label Bicorp. J'ai essayé de faire rapidement. On pourra en parler un peu plus longtemps dans les questions. Et maintenant, je vais laisser François Salatko nous présenter le label Rexelis. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Je ne sais pas si vous voyez, c'est bon? Oui. D'accord. Alors, quelques mots de présentation rapide en ce qui me concerne. Moi, je représente France Qualité, donc je suis référent RSE et Rexelis, donc dont on va parler ce matin. Professionnellement, je suis consultant et en particulier sur ces domaines d'action. France Qualité, bon, c'est une association nationale, c'est l'association nationale qui réunit les associations régionales, dont l'association Nouvelle-Aquitaine qui organise ce webinaire. Donc avec un champ d'activité qui est très large que je vais pas détailler ici, mais historiquement, bien sûr, la qualité, comme son nom l'indique, et la RSE qui prend aujourd'hui une place importante et qu'on est en train, et c'est un peu ma responsabilité, mais de structurer au niveau national, tant sur le plan de l'offre de services que sur le plan des interactions entre les associations régionales au sein desquelles il se passe beaucoup de choses comme en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi des partenariats et pour arriver sur notre sujet, on a une convention de partenariat qui est signée avec AFNOR. Donc AFNOR est présente d'ailleurs dans la gouvernance de France Qualité et avec Lucie sur la relation, enfin sur la dimension RSE et notamment en lien avec notre référentiel, notre label. On est en train de... Alors Lucie d'ailleurs nous invite sur le Salon Pro Durable à Paris les 9 et 10 octobre prochains. Donc c'est la troisième année qu'on est sur l'espace Lucie ou le village Lucie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et je vais avoir le plaisir de co-animer avec Philippe Vacher, qui est le directeur général de Lucie, une conférence sur la thématique CSRD, une opportunité pour les PME. Donc on a toutes ces relations-là qui sont importantes et qui sont un petit peu historiques aussi pour nous. Pour en venir maintenant sur notre sujet, je vais faire un exposé donc relativement court en 3 temps. Donc le premier, c'est si ça veut bien défiler, hop. Le premier, ça sera d'évoquer le référentiel Rexelis. Alors, Rexelis, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, enfin, c'est plutôt le résultat de toute une démarche sur plusieurs années, tout un travail sur plusieurs années. Et ça commence en 2009, c'est-à-dire un petit peu avant la sortie de l'ISO 26000, qui a été souvent citée. Donc il y a eu plusieurs versions, il y a eu la prise en compte de l'ISO 26000 qui est venue s'ajouter. Et je ne vais pas vous passer en revue toutes les années, mais aujourd'hui, l'actualité de cette année 2024, c'est la connexion avec les normes européennes CSRD, ESRS, voir comment l'utilisation du référentiel et la démarche dont je vais parler après permet aussi de répondre à ces exigences normatives ou en tout cas aux conséquences que ça pourra avoir pour les PME
ce qu'on appelle parfois le ruissellement attendu sur ces PME. Le référentiel, il a été conçu sur la base d'opérations collectives avec des PME, avec des entreprises, hein, l'expérience acquise dans ce domaine-là. Et il s'applique à tout type d'entreprise, mais il est quand même beaucoup conçu pour des PME, pour être accessible et crédible au niveau des PME, que ce soit en coût ou en contenu d'ailleurs. Euh, voilà, avec des entreprises très diverses, hein, des choses récentes, un gros cabinet d'architectes, une entreprise nationale en transport et logistique, une entreprise de services, une entreprise de propreté. Enfin, voilà, il y a un panel d'entreprises très, très diverses qui sont touchées concernées par Rexelis. On a à peu près une soixantaine de PME aujourd'hui qui sont Rexelis, pour dire ça de façon courte. Alors, présentation rapide, hein, du référentiel. Donc, le référentiel, il est structuré en 10 thèmes. Et ce qui est essentiel, en tout cas pour nous, ces 10 thèmes, ils sont répartis en trois grands champs. Le premier, c'est vraiment le fonctionnement de l'entreprise ou les fondamentaux de l'entreprise. Vous voyez à l'écran les noms des thèmes au centre: politique et stratégie, processus et management, produits et services. Donc comment, et c'est une dimension, une question importante dans la RSE, comment ça s'intègre véritablement dans le fonctionnement de l'entreprise, de sa stratégie jusqu'à son fonctionnement, en passant par ses processus, hein. J'entendais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'entreprises qui participent à ce webinaire qui sont certifiés en qualité ou en environnement. Donc ça, c'est une dimension importante. Ensuite, on a des thèmes périphériques, si on regarde cette marguerite, hein, qui est à l'écran, on a 6 thèmes qui sont directement associés aux parties prenantes. Un thème client-consommateur, donc ça c'est toute la démarche marketing ou commerciale de l'entreprise. Le thème personnel, bien sûr, la dimension sociale. Le thème actionnaire, où on va trouver d'ailleurs le rattachement à la dimension économique de l'entreprise. Le thème fournisseur, les achats, bien sûr. Le thème environnement, avec tout ce que ça comporte. Puis le thème société, qui est, pour simplifier, on pourrait peut-être dire, c'est un peu l'ancrage territorial de l'entreprise et sa relation avec les acteurs locaux. Et le 10e thème, qui a été d'ailleurs ajouté en cours de route, c'est la performance, les thèmes de performance et la notion d'indicateur qui est évidemment important. Je ne vais pas, bien sûr, tout vous détailler, simplement pour dire que chaque thème est décliné en 4 critères, donc 4 x 10, 40 critères au total. Vous avez à l'écran les appellations de ces divers critères. Donc, par exemple, si je prends le personnel qui est en haut de l'écran, on va s'intéresser aux relations sociales, hein, on pourrait dire, le dialogue avec le personnel, tout ce qui est évidemment santé, sécurité au travail, développement des compétences et du capital humain et l'attractivité de l'entreprise pour le personnel et les futurs embauchés. C'est centré sur ces questions-là, etc., etc. Je passe pas ça en revue en détail. Ensuite, comment on se positionne sur ces critères? Les idées sont assez simples quand on fait un positionnement. C'est d'abord où on se situe sur une échelle de niveau. Je vais y revenir rapidement tout de suite. Quel niveau viser, hein? Où je me situe et où est-ce que j'aurais envie d'aller, où est-ce qu'il serait utile que j'aille. Et à chaque fois, on va se poser la question: quelles actions faudrait-il mettre en œuvre pour passer du niveau où je suis à celui que je voudrais atteindre? Et au final, on regarde évidemment, on fait un choix et on priorise les actions qui vont être mises en œuvre. L'échelle de cotation, elle est à 5 niveaux. Pour faire simple, le plus bas niveau, alors il s'appelle E, c'est non conforme à la réglementation en particulier, hein. Je prends un exemple simple. Une entreprise sur le volet social qui ne va pas avoir de document unique, eh ben, elle aura 0, elle sera sur le bas de l'échelle. Et ce qui est important, c'est que
C'est un niveau d'exigence. Pour être au niveau B, il faut répondre à tous les aspects des niveaux précédents, c'est-à-dire E, D, C et B. Donc, on ne vient pas grappiller des aspects sur les différents niveaux de l'échelle. Voilà, très rapidement pour le référentiel. Alors maintenant, la labellisation. La labellisation, ça a été évoqué tout à l'heure. Nous, on utilise deux mots, accessible et robuste. Robuste au sens des 10 principes qui ont été présentés, hein, auxquels on se réfère. Par exemple, on attache beaucoup d'importance à ce qu'il y ait une évaluation sur site et par tierce partie, c'est-à-dire au sens où c'est pas la personne qui aura accompagné éventuellement qui viendra évaluer. Un comité de labellisation aussi, hein, comme on a pu l'entendre sur d'autres labels. 3 degrés de labellisation et une attestation d'engagement. Et enfin, je vais revenir rapidement tout de suite. Un premier degré qu'on a voulu accessible, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exigences, et une cotation, je viens d'expliquer aussi un peu pourquoi, qui est exigeante. Et puis le fléchage avec d'autres référentiels et les partenariats que j'ai évoqués tout à l'heure. Je parlais de la relation avec Lucie, mais dans la relation avec AFNOR, quand AFNOR a, j'emploie ce mot volontairement, a passé à la moulinette notre référentiel, la personne qui travaille avec nous est revenue en disant, mais finalement, c'est pas mal votre truc parce que quand on est à 100% sur Excelis, ça correspond de mémoire à 87% sur engagé RSE d'AFNOR, qui a évidemment un sérieux niveau d'exigence. Donc, tout ça pour caractériser un peu le label. Et rapidement, donc, il y a l'évaluation donc sur les 40 critères, plan d'action, rapport d'évaluation, comité de labellisation, je l'ai dit, une validité de 3 ans sur le label et une visite de suivi à 18 mois et 3 degrés possibles qu'on peut gravir progressivement. Et puis on a introduit il y a quelques années maintenant une revue d'engagement et une attestation d'engagement simplement qui fonctionne simplement. On passe en revue les 10 thèmes avec les aspects qui le concernent bien sûr. Et l'entreprise va s'engager sur des thèmes prioritaires et avoir des objectifs et un plan d'action. Ça fonctionne très bien et notamment dans des TPE. Je pense à un bouchonnier près de Reims là, il y a quelque temps, qui était d'ailleurs, enfin qui était certifié ISO 9001, mais très bonne dynamique, si on peut dire, en travaillant de cette façon-là. Troisième aspect sur lequel je veux vraiment insister, c'est la notion d'accompagnement. On voit bien, enfin, d'une entreprise à l'autre, les questions sont différentes, les sujets sont différents, les activités bien sûr, et ce que ça peut impliquer en termes de RSE. Mais la RSE, c'est quelque chose d'éminemment transversal, avec tous les enjeux qui s'y rattachent, et l'accompagnement est quand même quelque chose généralement qui est utile et attendu de la part des entreprises. Donc, moi, j'aime bien dire, c'est quoi l'enjeu, où est-ce qu'on va en venir? D'abord, parfois, c'est donner envie hein, de vraiment rentrer dans la RSE. Alors, dans certains cas, ça existe déjà dans les entreprises, d'ailleurs. C'est bien guider, bien sûr, faciliter et aussi permettre de témoigner. Donc, ça va de la compréhension de la RSE, parfois, je ne vais pas lire tout ce qui est à l'écran, mais en passant par l'amélioration continue, bien sûr, hein, et l'appropriation qui doit aller avec, la détermination d'objectifs, d'indicateurs et d'un agenda. Et là, on rejoint les questions de CSRD. Et d'ailleurs, maintenant, dans le guide d'application de Rexelis, on a systématiquement les connexions avec les aspects de la CSRD et une exigence qui est plus ou moins forte selon qu'on est dans une PME ou une entreprise de taille plus importante. Et l'accompagnement, c'est aussi permettre la production et la valorisation de l'entreprise et la production d'un reporting de durabilité. Cette question, elle existait déjà avant la CSRD, hein, mais elle est importante. Pour résumer ça très simplement, bah, les apports d'une démarche Rexelis, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, mais c'est vraiment l'intégration à la stratégie et au management de l'entreprise. C'est bien sûr
la possibilité de la labellisation et le cas échéant les passerelles avec d'autres labels ou notations. Quand je dis notation, je pense à EcoVadis, hein, on a déjà fait ça dans des entreprises, où là on court chez un imprimeur une passerelle avec un label sectoriel qui s'appelle Printetic et où on a fléché à partir de l'évaluation Rexelis ce que ça a apporté sur Printetic. Ajustement et appropriation des outils et méthodes, que ce soit la RSE, que ce soit la CSRD, enfin la CSRD dans le sens où elle préconise notamment une analyse de double matérialité hein, pour un certain nombre d'entreprises, ou elle recommande en tout cas, et puis la structuration et la production de rapports de durabilité. C'est un petit peu tout ça qui sont les fruits hein, d'une démarche d'accompagnement. Et pour finir là-dessus, on est en train de déployer tout un programme d'accompagnement justement des entreprises, pas seulement la délivrance ou la préparation strictement au label. Et ça c'est structuré je ne vais pas vous lire tout ce qui est à l'écran, mais c'est structuré en trois grandes phases. Une première phase qui est une phase d'engagement et qui rejoint ce que je disais tout à l'heure avec la revue des thèmes. L'identification des enjeux, et ça on retrouve ça très fortement dans le CSRD et normes ESRS, hein, c'est central comme approche. Les parties prenantes, parties prenantes en anglais, ça veut dire porteur d'enjeux, hein, donc c'est tout à fait indissociable. Et puis les caractéristiques de la chaîne de valeur, puisque c'est aussi le point de vue CSRD. Avec, à partir de là, une matrice de double matérialité. Donc vous voyez que pour faire ça, il faut un accompagnement et on est beaucoup sur des logiques de formation-action, c'est-à-dire des journées moi j'aime bien le terme d'atelier, hein, d'atelier avec 4 ou 5 entreprises, mais qui sont des ateliers de formation. Ensuite, on passe dans la deuxième grande phase qui est, on optimise toute la démarche RSE en fonction de tout ce qu'on a ressorti un petit peu de cet état des lieux et de ce travail sur les enjeux. Donc, selon les entreprises, on aura des aspects à mettre en place qui seront forcément très, très différents. Et puis, la mise en valeur, où on va retrouver la labellisation et le cas échéant, un rapport de durabilité, où on peut faire l'adaptation ou l'enrichissement d'un rapport de durabilité. Voilà, donc je suis désolé d'aller aussi vite, mais dans le temps imparti. La proposition qui est faite de toute façon, alors pour en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site internet, nous contacter. Vous trouverez une vidéo de témoignage d'une entreprise, d'une PME, dont il se trouve que la présidente actuellement est la numéro 2 de la CPME en France. Et puis aussi, vraiment, la proposition, si vous pensez que ça peut intéresser votre entreprise ou répondre à vos attentes, ou si vous voulez en savoir plus, on vous propose d'organiser une vidéo, voire une visite sur site, ça dépend un peu de la localisation géographique, de façon à pouvoir voir dans quelles conditions vous pourriez vraiment être intéressé par Excelis et répondre bien sûr à toutes vos questions. Juste un point que je n'ai pas évoqué, c'est qu'on a aussi au niveau de France Qualité et particulièrement de Rexelis, on a un réseau d'intervenants au niveau national qu'on a formés, habilités et qui sont tout à fait en mesure d'accompagner donc les entreprises et d'assurer dans les conditions de principe qu'on a rappelé tout à l'heure, mais d'assurer les évaluations quand il y a une labellisation. Voilà ce que je voulais dire. Je m'excuse, j'ai peut-être été un petit peu long, mais j'ai dit, j'espère, l'essentiel. Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant au label, à la notation EcoVadis, pardon. Justement, ce n'est pas un label, alors hop, faut que je fasse attention à bien faire la distinction. Donc, EcoVadis, qui est donc une notation et pas un label, qui est adaptable à tout type d'entreprise et tout secteur d'activité, encore une fois. Il y a également une portée internationale et qui s'intéresse à 4 domaines principaux.
donc l'environnement, les pratiques sociales et humaines, l'éthique et les achats responsables. Pour être noté EcoVadis, il y a 4 étapes. Donc une inscription en ligne, un questionnaire en ligne, l'analyse experte, en fait, c'est tout simplement l'analyse du questionnaire et les résultats. Concernant l'inscription, en fait, il s'agit tout simplement de donner des informations sur l'entreprise pour que, en fait, EcoVadis puisse adapter après le questionnaire et puis aussi les propositions d'abonnement aux caractéristiques de l'entreprise. Ce ne sera pas les mêmes enjeux pour les grandes entreprises ou pour les PME et ce ne sera pas non plus les mêmes abonnements proposés, tout ça. Il propose également des ressources gratuites et en ligne juste après l'inscription. Au niveau du questionnaire, comme je le disais tout à l'heure, ça va être adaptable à la taille de l'entreprise, au secteur d'activité, à la localisation de l'entreprise également. Ils vont aborder tous les critères qui sont importants en matière de RSE, de développement durable, vraiment de manière adaptée à l'entreprise. Sur l'analyse, c'est tout simplement, comme je le disais, l'analyse des réponses données au questionnaire et ça dure 6 à 8 semaines en moyenne. Alors, au niveau des résultats, il y a 2 types de résultats. On va avoir des médailles et des badges. Au niveau des médailles, je vous ai mis entre parenthèses le seuil. Alors, à savoir que, en fait, c'est des seuils qui ne sont pas fixes parce que ce qui est regardé surtout avec EcoVadis, c'est le classement par rapport aux autres. C'est-à-dire que, en fait, pour être platine, il faut être dans le top 1%. Et du coup, les seuils, en fait, changent un petit peu chaque année. Là, j'ai vu qu'il avait récemment un petit peu augmenté de 1 ou 2 points globalement. Mais voilà, bon, ça reste quand même dans les mêmes, dans une fourchette qui reste assez proche. À savoir que si on a en dessous de 30 à l'un des 4 thèmes, peu importe le score qu'on a aux autres thèmes, on ne pourra pas avoir de médaille. Et ensuite, on a des badges. Les badges, ça va être pour les scores qui sont inférieurs aux médailles. On a entreprise engagée, amélioration rapide. Pour l'amélioration rapide, il va falloir une amélioration d'au moins 6 points depuis la dernière évaluation. Et donc, il faut que ce soit sur une période maximum de 18 mois. Concernant le label PME+, c'est encore un label qui est issu de l'ISO 26000, mais qui a été vraiment adapté pour les enjeux des PME et ETI. Il va falloir au moins 65% de conformité pour être labellisé PME+, suite à un audit. Ensuite, il y a un renouvellement annuel de la labellisation. Les 6 thèmes qui sont abordés pour la certification PME+, sont la gouvernance et l'éthique, l'empreinte sur le territoire, l'empreinte au niveau de l'emploi, la gestion et la préservation de l'environnement, la loyauté des pratiques le long de la chaîne de valeur et la prise en compte des attentes des clients et consommateurs. Ici, on a un processus de labellisation en 4 étapes. Tout d'abord, une vérification de l'éligibilité de l'entreprise au label. L'auto-évaluation RSE, là, on est encore une fois dans le même principe qu'avant, c'est un questionnaire pour pouvoir se positionner. Un audit, et ensuite la délivrance du rapport d'audit. Concernant l'éligibilité, alors le label PME+, va être disponible pour les entreprises françaises qui facturent, payent des impôts et créent des emplois en France. Il faut être engagé en faveur de pratiques éthiques et responsables, être fournisseur alimentaire et non alimentaire de la distribution, c'est vraiment pas ouvert à tous les secteurs d'activité. Et il faut également être adhérent à la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Ensuite, l'auto-évaluation RSE, alors voilà, comme je le disais, c'est un questionnaire pour pouvoir se positionner.
Ensuite, un audit est réalisé sur site. Alors pour PME+, c'est l'organisme EcoCert qui réalise l'audit. Encore une fois, c'est pour vérifier la concordance entre les réponses données au questionnaire et puis ce qui se passe dans les faits. Ensuite, le rapport d'audit va nous apporter 3 choses. Donc déjà, la notation sur chaque critère. On va avoir également un plan d'action correctif éventuel s'il y a des besoins selon ce qui a été vu pendant l'audit. Et on va avoir aussi accès au pourcentage de conformité. Alors, je vais passer maintenant à Fairtrade. Donc, c'est un label international qui va se baser sur des critères économiques, notamment pour garantir un salaire minimum aux producteurs, des critères environnementaux, on va s'assurer notamment avec les pratiques agricoles qu'elles soient bien saines pour l'environnement, puis des critères sociaux, la transparence, la non-discrimination, etc. Fairtrade, c'est vraiment centré sur le commerce équitable. On peut être labellisé à la fois en tant que vendeur ou à la fois en tant que producteur. En tout cas, il faut que toute la chaîne commerciale soit certifiée parce qu'en fait, une fois qu'on est certifié Fairtrade, c'est-à-dire que chaque produit, on a un suivi exact du champ en fait jusqu'à l'assiette. On sait exactement ce qui s'est passé, comment. Il faut vraiment que toute la chaîne de production soit labellisée, sinon on ne peut pas y avoir accès. Donc pour les petits producteurs, c'est compliqué d'être certifié. Il va falloir être membre d'une OPP. On ne peut pas faire ça tout seul. Donc au niveau de la labellisation, il va falloir vérifier s'il existe une certification Fairtrade pour le produit qu'on souhaite certifier. Ensuite, une inscription. Fairtrade propose également sur son site internet, je vous ai mis le lien, un outil pour estimer les frais à engager. Et puis ensuite, il y a un audit pour valider, encore une fois, qu'on répond bien aux critères. Je vais pas élaborer sur la vérification des produits qui sont certifiés parce qu'il y en a vraiment énormément. Il faut juste savoir que c'est plus facile, on va dire, de certifier un produit qui n'est pas transformé, donc un fruit, un légume, plutôt que de certifier un produit qui va être transformé parce que tout simplement, dans un produit où il y a qui a été transformé, il va falloir pouvoir suivre chaque produit à l'intérieur et que chaque produit en fait soit labellisé Fairtrade. C'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est faisable en théorie. Ensuite, l'inscription, ça dure environ 2 semaines. Il y a pas mal de documents à transmettre. Et puis, bon, il y a des frais d'inscription à payer. Voilà, bon, assez classique. Pour l'estimation des frais, ça reste une estimation, mais voilà, vous aurez le diaporama, il y a un petit lien hypertexte qui vous amène vers l'estimateur. C'est une estimation qu'ils essayent de faire tout compris. Normalement, il n'y a pas de frais en plus à engager. Ils prennent vraiment tout, la certification, les renouvellements, les audits. Voilà, ils essayent de faire que vous n'ayez pas de surprise au final. Au niveau de l'audit, c'est une évaluation à 3 niveaux. Il y a des critères de conformité qui sont spécifiques à Fairtrade. Pareil, je ne vais pas y passer dessus parce il y en a énormément. Je vous ai laissé le lien hypertexte, vous pouvez aller voir si vous voulez. Mais il y a également aussi des normes supplémentaires selon les produits qui regarderont si besoin. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Michael Troquet pour nous présenter Numérique Responsable. Merci Alicia, donc je repartage mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous voyez mon écran en diaporama? Mon écran? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok. Très bien. Alors là, je vais aller plus rapidement que tout à l'heure, puisque du coup, le label numérique responsable est géré, comme je le disais, par l'agence Lucie également. Donc là, on est sur un référentiel qui est destiné
il ne s'agit pas d'un label RSE sectoriel pour les entreprises du numérique, par exemple, mais d'une démarche spécifique sur la thématique du numérique responsable. C'est-à-dire que pour n'importe quel type d'organisation, comment on gère ses activités numériques de la façon la plus responsable possible. Alors, on a aussi un référentiel spécifique, hein, donc là, le référentiel et le label ont été développés à la base par l'INR, l'Institut du numérique responsable, en partenariat avec l'ADEME, le WWF et puis aussi le ministère de la Transition écologique. Et puis depuis, il y a aussi le réseau France IT qui est rentré dans la démarche, puisqu'il y a eu, après la création d'une première version, fusion des deux référentiels et du label qu'avait également France IT pour ne créer qu'un seul label avec deux niveaux que je vais vous présenter juste après. Et donc sur le référentiel maintenant, il y a 4 grandes thématiques, où on va avoir, la thématique, vraiment cœur du sujet, qui est celle que vous voyez en bas à droite, qui est le cycle de vie des services numériques, où là, on va regarder en fait tout ce qui touche au matériel, tout ce qui est, parc informatique, parc de téléphonie, d'impression, et leurs usages, dans l'organisation. Et puis également, tout ce qui va toucher évidemment à l'hébergement des données, tout ce qui est data center et cetera. Donc là, on est vraiment sur le cœur du sujet du numérique, et son utilisation. Et puis, on va regarder également de façon un petit peu plus large, comment cette thématique est gérée et donc on va regarder comment elle est portée, comment elle est inscrite dans la gouvernance et la stratégie de l'entreprise. Parce que si le numérique responsable, c'est une thématique qui est gérée dans un coin, mais qui n'est pas portée, qui n'est pas stratégique au niveau de la structure, bah, ça va pas être, un sujet, majeur, et donc là, bah, il n'y aura pas possibilité d'avoir une vraie politique numérique responsable. À l'inverse, on a un chapitre où on va regarder, dans le soutien à la stratégie numérique responsable, comment on va déployer le sujet en interne. C'est-à-dire qu'on a formalisé une politique, on a écrit des règles, mais comment elles sont respectées, comment on va retrouver ça dans le quotidien de chacune et chacun, dans son travail, dans l'organisation. Et puis, donc ça passe beaucoup par de la sensibilisation, de la formation, de l'accompagnement, aux usages, et cetera. Et puis, un dernier chapitre, on va étendre, la démarche numérique responsable. Là, c'est comment on va embarquer ces parties prenantes et comment on va influencer, dans le sens positif du terme, pour essayer d'avoir un impact positif en externe, et d'embarquer un maximum de ces parties prenantes, proches ou même, lointaines, en fait, hein, sur la thématique pour prendre en main les enjeux du numérique, de façon, responsable. Alors, comme je le disais, là aussi, ça donne lieu à un label à 2 niveaux. Ah oui, alors j'ai oublié un point, pardon, je reviens juste en arrière, c'est que ça, c'est le référentiel générique et puis on a 2 déclinaisons sectorielles, l'une pour, les entreprises de services numériques, les ESN, et une pour les collectivités. Et donc dans chacun de ces 2 cas, il y a le socle générique que je viens de présenter et un chapitre, une thématique supplémentaire dans le référentiel qui est spécifique, l'une aux ESN et l'autre, aux collectivités. Donc, quand vous engagez dans le label, en fonction de votre activité, vous êtes soit sur le référentiel générique, soit sur le référentiel ESN ou soit sur le référentiel, collectivité. Donc le label numérique responsable de niveau, c'est le même principe en fait que, les labels Lucie Progress et Lucie 26000 que je disais tout à l'heure. Donc sur le label NR niveau 1, là la formation obligatoire elle est très légère, hein, c'est un MOOC en fait qui est proposé par l'INR. Donc il faut suivre ce MOOC d'une demi-journée et obtenir la certification de compétences. Ensuite, il y a un score minimum de maturité qui est demandé de 300 points sur 1000 et le label dure 2 ans. Donc c'est le même principe de préparation et ensuite de labellisation où on a, par la signature de contrat, on entre dans la communauté Lucie. Donc là, même si c'est le label numérique responsable, ça fait partie des labels gérés par l'agence Lucie, donc vous faites partie aussi de la communauté Lucie, de la même façon que ceux qui se labellisent, Lucie. Donc la première étape, c'est de suivre le MOOC de l'INR. Ensuite, vous avez une auto-évaluation également à réaliser sur la plateforme Lucie Évaluation. Il y a un audit en visio qui est réalisé également, qui va permettre de déterminer votre niveau de maturité, où il faut avoir 300 points sur 1000 minimum. Et ensuite, vous avez, comme sur le label Lucie Progress, des engagements à prendre. Et ça, c'est regardé par nous, l'agence Lucie, où on va regarder si le plan d'engagement
est bien cohérent par rapport à ce qu'on a audité et votre niveau de maturité. Et puis là, vous êtes labellisé pour 2 ans. Et donc, même chose, au bout de 2 ans, bah, vous pouvez renouveler sur la base d'un nouvel audit et il faudra avoir progressé dans votre score pour renouveler. Ou bien évidemment, vous pouvez basculer sur le label de niveau 2. Et le label de niveau 2, là, il y a une formation de 3 jours obligatoire. Vous avez 2 jours sur les enjeux du numérique responsable rapportés au référentiel, et puis une journée sur la méthodologie de labellisation. Alors, je précise à ce niveau que si jamais vous avez déjà été labellisé niveau 1 et que vous basculez sur le niveau 2, là, vous n'avez pas besoin de suivre les 3 jours, vous n'avez que la 3e journée qui est obligatoire. Aussi, si jamais vous êtes labellisé Lucie par ailleurs, Lucie Progress ou Lucie 26000, puisqu'il y a beaucoup d'organisations qui cumulent les 2 démarches, là, vous ne suivez que les 2 jours sur le cœur du sujet numérique responsable et que vous n'avez pas besoin de suivre la 3e journée. Le niveau de maturité minimum est de 500 points sur 1000 et la durée de labellisation est de 3 ans. Donc là, je ne vais pas redétailler tout le process, hein, c'est la même chose. La différence, c'est que l'audit, il est sur site, là aussi, sur le label niveau 2, comme sur le label Lucie 26000. Audit sur site, multi-collaborateurs en interne et multi-parties prenantes externes. Prise d'engagement avec un comité de labellisation externe qui agit encore une fois de façon bénévole, hein, de façon à rester vraiment impartial dans sa décision de labelliser. Et donc, si le label vous est attribué, c'est pour 3 ans. Et au bout de 18 mois, donc à mi-parcours, vous avez un audit de suivi qui permet de vérifier si vous respectez bien vos engagements. Si c'est le cas, le label vous est confirmé. Et encore une fois, il y a un retrait possible si jamais il y a un constat que vous ne respectez pas vos engagements, ce qui donne toute la crédibilité à votre label, puisque en fait, vous pouvez d'une part, quand vous êtes labellisé initialement, apporter la preuve que vous avez un niveau de maturité suffisant, et si vous le souhaitez, vous pouvez afficher votre score, où là, il faut un minimum de 500 points donc. Et puis, également, lors de la phase de suivi, ça vous permet d'apporter la preuve que vous faites bien ce que vous dites et que vous réalisez bien vos engagements, ce qui en termes de communication, souvent est un peu galvaudé, parce qu'on voit encore beaucoup de greenwashing. Mais là, vraiment, ça permet d'assurer que c'est un label anti-greenwashing, tout comme le label Lucie, c'est le même principe, avec une vraie séparation des pouvoirs, des apports de preuves, pour attester tout ce qui est déclaré en affichant le label. Et même principe, il y a aussi des consultants partenaires qui sont référencés, habilités à vous accompagner si vous en avez besoin en option sur ces 2 niveaux de label. Et puis, vous avez voilà, ce petit tableau de synthèse pour avoir le récapitulatif. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez faire appel à nous. Comme je le disais, moi, je ne suis pas sur la région Nouvelle-Aquitaine, mais je pourrais vous répondre si vous avez besoin ou vous mettre en contact avec ma collègue Adèle qui est sur cette région. Et puis, on est tous interchangeables. Donc, s'il y a quelqu'un qui n'est pas disponible, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Voilà, donc j'essaie d'aller le plus vite possible. Et Alicia, je vous laisse reprendre la suite. Merci. Alors, je vais passer au dernier label, qui est le label Positive Company, donc qui s'appelait anciennement Positive Workplace. J'ai mis anciennement, mais en fait, c'est un label qui est très récent, qui date de 2019 ou 2020, j'ai un petit doute, mais c'est soit l'une, soit l'autre. Donc, c'est un label français. Et les seules conditions pour pouvoir avoir accès à ce label, c'est d'avoir au moins 5 salariés, plus de 12 mois d'exercice et au moins 10 clients. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à énormément d'entreprises, même les PME, c'est vrai que bon, voilà, ça pose pas de problème. Donc c'est un label qui est fondé sur l'ISO 26000, la Global Reporting Initiative et donc les ODD et la CSRD. Donc voilà, ils ont essayé de vraiment reprendre globalement la RSE. Donc il y a 5 thématiques. Donc l'activité, donc là c'est tout ce qui est lié au niveau des activités de l'entreprise, le modèle d'affaires. La gouvernance, donc tout ce qui est au niveau de l'organisation de l'entreprise, la hiérarchisation,
les modèles de management. On a la partie sociale aussi, la partie environnement et donc la partie sociétale qui, elle, va regrouper tout ce qui va être lié à l'impact de l'entreprise sur la société, sur le territoire. Donc pour la labellisation, ici, on va avoir donc 2 étapes de labellisation et une étape de renouvellement. Donc ça change un petit peu par rapport aux autres labels que je vous ai présentés. Ici, donc bon, ce qu'ils appellent l'analyse de l'entreprise en ligne, c'est pareil, c'est un petit questionnaire où on va pouvoir récolter des informations sur l'entreprise. Et donc, ils considèrent, Positive Company, qu'un audit, ça reflète pas toujours, en tout cas, la réalité des faits, et que selon eux, c'est plus pertinent de passer par des enquêtes anonymes auprès des parties prenantes. Donc, ils font vraiment des enquêtes auprès de toutes les parties prenantes pour pouvoir donc avoir des informations qui seront peut-être un peu plus objectives que celles qu'on pourrait donner lors d'un audit, même si on est censé être objectif lors d'un audit. Et donc, le renouvellement, il se fait entre 12 et 18 mois après la labellisation. Au niveau de l'analyse de l'entreprise en ligne, c'est une étape qui dure environ 1 mois. Et donc, chacune des 5 thématiques dont j'ai parlé tout à l'heure est notée sur 20. Donc, ce qui nous fait une note globale sur 100 qui va compter pour la moitié de la note finale. Et donc, cette notation-là est valable 18 mois maximum. C'est pour ça qu'on est obligé de, après, renouveler au bout de 18 mois maximum. Ensuite, l'enquête anonyme, ici, ça dure 1 mois. Donc, comme je disais, enquête anonyme auprès de toutes les parties prenantes. 50% de la note finale également. Et donc, cette notation est valable 36 mois maximum. Donc, on va pouvoir, donc, au bout de 18 mois, en fait, repasser le questionnaire. Mais bon, globalement, on considère que l'enquête, c'est assez solide et donc on n'est pas obligé de la repasser aussi régulièrement. En tout cas, elle est valable 36 mois. Donc, au niveau des conditions pour obtenir le label, donc il y a 2 conditions. Il y a des conditions de note minimale globale. Donc, il faudra avoir au minimum 50 sur 100 pour être labellisé. Et ensuite, il y a 3 niveaux, 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles selon les résultats. Et donc, en plus de cette note minimale globale de au moins 50% à obtenir, il y a aussi une note minimale par thématique, donc qui est de 5 sur 20 sur chaque thématique pour avoir au moins 1 étoile, 7 sur 20 sur chaque thématique pour avoir 2 étoiles et au moins 10 sur 20 sur chaque thématique pour avoir 3 étoiles. Alors, je vais m'arrêter là. Donc, je propose qu'on passe à une partie questions. Bon, il nous reste peu de temps, mais voilà, si vous avez des questions, donc à la fois pour tous les intervenants, vous pouvez les poser. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Romain Brochu. Oui, merci pour cette présentation, ce panorama des différents labels, notations. C'est jamais évident d'y voir clair, donc merci pour tout ça. Moi, j'aurais voulu revenir simplement sur Bicorp pour peut-être compléter dans la présentation, parce qu'il me semble qu'on parle avec Bicorp d'une mention abusive de la notion de label pour eux. Pour moi, ça se rapproche davantage d'une notation RSE, comme les EcoVadis, puisque ça ne propose pas d'audit sur site. Voilà. Disons, dans le modèle de fonctionnement de Lucie ou d'Engagé RSE ou de Rexelis, il y a un audit sur site. Ce n'est pas le cas pour Bicorp. Donc, voilà, je pense qu'il faut être attentif à ça. Merci. On a une question dans la salle aussi. Alors, merci pour ces présentations. Nous, on vend énormément à l'international. Et donc, j'ai noté qu'AFNOR propose quelque chose qui est reconnu au niveau européen, et puis on a Bicorp et EcoVadis qui sont connus de manière internationale. Et je voulais savoir, Lucie, c'est un label français. Est-ce que malgré tout, il y a quand même une connaissance de ce label à l'international?
Pardon, j'étais en train de chercher mon micro. Oui, effectivement, Lucie, c'est un label français, 100% français. On est un peu présent maintenant à l'international depuis, je dirais, 2-3 ans. On a des organisations là, qui sont labellisées à l'international, aussi bien sur le label Lucie que le label numérique responsable. On a un plan, nous, de développement à l'international. Mais pour l'instant, on n'en est qu'au début et de façon tout à fait transparente. Autant en France, on a une très bonne notoriété, maintenant on est très connu et reconnu. Autant à l'international, d'une manière générale, on n'est pas encore connu. Le label Lucie ne parle pas, ça c'est vrai. Par contre, dans une entreprise, nous on a pas mal de labellisés qui sont présents à l'international, soit qui ont des filiales ou qui travaillent à l'international avec des clients. Dans la communication qui est faite, il y a quand même, ça donne quand même toute la matière pour pouvoir afficher clairement et de façon synthétique ce qu'on fait en RSE, ce que ça veut dire d'être labellisé Lucie. Notamment dans l'appui qu'on apporte en termes de communication, il y a plusieurs possibilités de communiquer sur le label et ça peut se faire en français ou en anglais. Et le fait que ce soit appuyé sur l'ISO 26000, qui est quand même le référentiel qui apporte le consensus le plus important au niveau international, puisqu'il y a quand même 90 pays, plus de 90 pays signataires. Le fait que ce soit basé sur l'ISO 26000, ça permet quand même de s'appuyer sur cette référence internationale et qui va parler à un maximum d'organisations un peu partout dans le monde, en fait. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à votre question directement, pour l'instant, non, on n'est pas connu ou très très peu à l'international. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ceux qui sont à distance? J'ai envie de poser la question également pour Positive Company, qui donc est un label français. J'imagine que malgré le fait qu'il ait l'air international, c'est peut-être compliqué de se prévaloir de ce label Ouais, en pour plus, communiquer à l'international. oui, en plus, Positive Company, il est vraiment très récent. Alors, c'est le démarrage. C'est pas peut-être dans le futur, mais Certaines problématiques des entreprises qui ont des clients en effet à l'international et qui ont besoin d'une comment dire, de reconnaissance qui peuvent être lues dans différents pays. Question. Monsieur Troquet. Oui, pardon, excuse-moi, j'apporte juste une précision, parce que c'est vrai que j'ai omis de le mentionner. Mais dans cet aspect international, il y a aussi, là, François, tout à l'heure, en a parlé sur la CSRD. Ça, c'est un aspect très important parce que maintenant, le seuil est descendu à 250 salariés, donc ça concerne plus de 50 000 entreprises là, dans l'Union européenne. Le lien entre l'ISO 26000 et la CSRD, en fait, on est capable de faire les liens, mais nous, chez Lucie, je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais là, on travaille sur une nouvelle version de référentiel qui va bientôt sortir, qui est alignée sur la CSRD. Et c'est-à-dire que là, le principe, c'est d'aligner notre référentiel sur celui de la CSRD, de façon à pouvoir mener 2 démarches en une et de pouvoir montrer à travers sa labellisation Lucie que l'on a travaillé en fait tous les aspects de la CSRD et qu'on est capable de répondre à tous les critères. Et donc ça, c'est un aspect très important. On va justement présenter cela au Salon Pro Durable. Donc François, il faisait référence là tout à l'heure. Et donc ça, c'est vraiment un aspect très important, le fait de pouvoir relier ça à la CSRD qui va maintenant concerner beaucoup d'entreprises et qui surtout va être un référentiel de reporting commun à toutes les entreprises concernées de l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque dans chaque pays avait son système de reporting ou pas du tout d'ailleurs en termes de RSE. Maintenant, ça va être le même format de reporting. François.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Michael, hein, tout à fait en phase avec ça. Mais juste pour évoquer aussi une chose qui est importante, c'est-à-dire on parle de label et on a tendance parfois, ou certains ont tendance parfois, je ne dis pas que ça a été le cas ce matin, mais à ramener ça sur un problème de conformité, conforme, pas conforme. Or, la RSE, et on le retrouve dans les normes, hein, passez-moi l'expression, il faut scoltiner les 278 pages de normes ESRS pour essayer de bien comprendre tout ça, mais ça n'est pas qu'une question de conformité. Derrière ça, s'il n'y a pas ce que je disais tout à l'heure, l'intégration dans la stratégie, dans une vraie politique d'entreprise. Et alors, bon, tout ça, on va dire, ce sont des beaux discours, c'est de la théorie. Non, c'est pas de la théorie, c'est adapté à chaque entreprise. Et c'est pas rentrer à toute force dans un moule. Moi, je suis souvent très frappé sous la pression des donneurs d'ordre. J'ai un exemple, alors je le cite souvent, mais un imprimeur, en 2022, je lui demande, ah, qu'est-ce que vous faites cette année, la RSE, qu'est-ce que vous avez dans le programme? Ah ben, on va faire notre bilan carbone. Je dis, ah, c'est bien, mais c'est très bien de faire son bilan carbone. Et je le revois un an après, je lui dis, qu'est-ce que vous faites cette année? Ah, on refait le bilan carbone. Je lui dis, ben, vous avez mis des actions en œuvre entre les deux? Ah ben non, on n'a pas eu le temps, vous comprenez, le prix de l'énergie a été multiplié par 5, etc., avec certainement des bonnes raisons et des difficultés de recrutement et tout ce qui va avec, mais ça illustre bien que d'un côté, on avait pression d'un grand donneur d'ordre, JC Decaux pour le nommer, qui voulait récupérer le bilan carbone, mais il n'y avait pas l'approche de fond qui était en place. Et moi, les expériences que j'en ai, c'est que je ne connais pas de cas où une entreprise qui fait bien son boulot, enfin qui fait du travail de qualité, on va dire, pour faire simple, et qui a une démarche RSE tout à fait cohérente et progressive, hein, on parlait de l'amélioration continue tout à l'heure, qui n'arrive pas à faire valoir ça auprès de son donneur d'ordre, que ce soit une collectivité ou dans le domaine privé. Moi, je suis absolument convaincu de ça. Et faut faire attention aussi, alors on l'utilise volontiers, mais le mot audit, il renvoie parfois à de la conformité, à cette idée de conformité. Or, il y a des points de conformité, certainement, mais il y a pas que ça. Voilà, c'est juste pour peut-être enfoncer le clou là-dessus, mais ça me paraît important. Fernanda? Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, Juste pour rebondir sur ce que François vient de dire, je pense que c'est important de, de noter que la démarche RSE est à la base une démarche volontaire. C'est dans l'esprit de la norme qui le dit clairement, c'est une démarche qui va au-delà de ce qui est strictement réglementaire. Alors du coup, oui, on connaît et on voit que de réglementation essaie d'avancer pour pousser les entreprises à faire des choses et dans ces domaines-là, mais la démarche en elle-même est une démarche volontaire, tout comme celle de l'application des normes qualité, des management qualité, des management de l'environnement, de management de, de la partie sécurité qui, qui sont volontaires. Et personne n'exige que les entreprises l'appliquent, mais on est bien d'accord que ça marque une différence entre celles qui l'appliquent et celles qui ne l'appliquent pas. Ça marque une différence au niveau du marché, mais au niveau de la marque employeur, et ça laisse vraiment des empreintes autour de l'entreprise, à l'interne et en externe. Quand on parle RSE, on parle territoire. Et il faut aussi comprendre que tout ce qu'on peut trouver à ces moments-là, des demandes, des productions d'indicateurs, des productions de chiffres, des rapports, est, est très bien d'un côté, mais ça s'éloigne un peu de l'esprit de la norme et de ce on va vouloir trouver que c'est une philosophie de faire des choses, c'est une façon de faire. Et quand on va vouloir faire un choix d'un label ou d'un autre,
Et il faut faire un choix qui va venir d'une certaine façon reproduire ce qu'on porte, ce que l'entreprise porte comme valeur, ce que l'entreprise porte comme vision de leur savoir, de leur métier, et c'est qu'ils vont vouloir montrer comme contribution à ce développement durable. C'est la contribution de l'entreprise au développement durable. Et cette contribution ne peut pas être une contribution isolée, qui soit éloignée de la contribution que le territoire fait lui-même dans les cadres de la contribution qu'on doit faire tous. Alors, le label engagé RSE, c'est un label qui est construit encore sur la base de l'ISO 26000, mais qui est construit avec les agents du territoire et qui est développé avec les agents du territoire. Et c'est quelque chose qu'on trouve un peu moi je trouve particulièrement un peu partout, c'est cette volonté de vouloir créer à nouveau à chaque fois qu'on se met à faire la RSE, de essayer d'inventer la poudre, de réessayer de trouver des enjeux, quand il y a des enjeux qui sont déjà construits, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, il y a une feuille de route qui est construite, qui existe depuis des années, c'est la feuille Neoterra qui balise les schémas de la RSE, sur lesquels toutes les entreprises devraient se mettre en face. Il y a des schémas territoriaux, il y a des projets qui sont déjà créés et qui sont en place, et sur lesquels les entreprises doivent s'écaler. Et la construction de la responsabilité sociétale de chaque entreprise doit se faire sur ce qui existe déjà, de façon à maximiser la contribution de chacune, de chacun, dans ces développements durables. Et après, moi, je laisse toujours un peu la comparaison à comment faire un choix dans telle ou telle chose. Rien ne nous oblige à se labelliser. C'est l'équivalent quand je fais du sport. Moi, je fais du sport, je n'appartiens à aucun club. Je m'entraîne moi-même et moi, j'avance au fur et à mesure de mes ambitions propres et de ce que j'attends pour moi. Mais si je souhaite être reconnue comme sportive et pouvoir atteindre des niveaux reconnus, je vais certainement m'inscrire auprès d'un club qui soit reconnu, qui puisse montrer les résultats. Et voilà, et ça sera en fonction de mon niveau à moi, auprès de quel club je vais m'inscrire et sur quoi je vais être poussée. Voilà, juste pour revenir au mot de Romain, je pense qu'il faut faire bien la différence entre les labels, ou ce qui s'offre, ce qui est proposé au niveau du marché par rapport d'abord à la base, la philosophie des bases. L'ISO 26000, c'est une norme volontaire qui a été construite avec une reconnaissance internationale qui n'est pas négligeable. Et ça, il faut mettre en avant cette partage qui est quand même important. Et après, le fait de venir voir sur place et d'interpeller les parties prenantes, d'être sur place, de voir avec les yeux de l'évaluateur ce qui se passe dans la vraie vie de l'entreprise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres remarques? Dans ce cas-là, je vous remercie à tous. Donc, déjà pour votre patience face aux nombreux problèmes techniques rencontrés, mais aussi pour votre présence. C'est vrai que c'est important, c'est des sujets qui sont d'actualité. Il faut continuer d'alimenter les discussions dessus. Donc voilà, je remercie également la FQP et puis toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation. Et puis tous les participants, tous les intervenants ont chacun fait des présentations très pertinentes. Bon, je me dis que la dernière intervention de Fernanda pourrait certainement nous amener à un prochain atelier autour de
comment construire sa démarche RSE en Nouvelle-Aquitaine autour des enjeux définis par Néoterra. Et peut-être que c'est quelque chose que je vous proposerai au conseil d'administration. Je ne sais pas si ça vous semble intéressant, mais ça me semble une approche pour notre région qui pourrait être intéressante par la suite pour continuer à changer. Et sur place, comme on essaie de le faire, malgré les difficultés techniques, encore une fois, on va tirer des leçons, on va faire du retour d'expérience, on va tirer des leçons pour la prochaine fois. Merci à tous. Et, à bientôt. Fernanda, je crois. Oui, juste un dernier mot. Je vous invite les 3 octobre prochains à la journée régionale annuelle qu'on organise à la délégation Nouvelle-Aquitaine de l'AFNOR, qui se fera au Cap Métier à Pessac. L'après-midi est ouvert à tous ceux qui sont intéressés par cette démarche RSE. On abordera 2 sujets qui sont prenantes de personnes qui sont dans cette démarche. Comment mobiliser et motiver les cadres intermédiaires, qui sont ceux qui sont dans l'engrenage de la démarche et de l'activité même de l'entreprise. Et on fera un petit point sur la CSRD, justement, où on en est à quelques mois du premier rapport à présenter. Et je ferai aussi ces jours-là la présentation d'un laboratoire qu'on va lancer à partir de janvier 2025, un laboratoire Aquitaine RSE où toutes sortes d'organisations sera les bienvenues pour travailler sur des sujets communs qui vont permettre d'avancer dans cette démarche. Voilà, vous êtes invités à cette journée et si vous voulez, je peux vous envoyer sur les chats les liens pour vous inscrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne journée. Merci à nos intervenants pour cette belle matinée. Encore une fois, nos excuses pour les problèmes d'organisation pratique et technique. À bientôt. Au revoir, merci. Merci. Au revoir.